Vous êtes bien sur Rando Média et vous avez fait le bon choix. Bienvenue sur notre podcast Nafolo, l'émission qui vous parle de finances, de nouvelles technologies, mais aussi de processus de création de richesse. Vous êtes nombreux à nous suivre désormais, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou YouTube. Continuez à nous donner de la force en vous abonnant à nos différentes pages. Vous avez sûrement entendu parler de la génération 2.0. C'est le qualificatif que moi et mes semblables avons eu. Ce qualificatif fait référence au Web 2.0, qui est la deuxième évolution d'Internet. De données statiques en Web 1.0, Web 2.0 a permis, en dehors des contenus proposés, de permettre aux utilisateurs de créer eux aussi du contenu. C'est la naissance des réseaux sociaux, des applications web, etc. Au lendemain de la crise financière de 2008, la Web3 faisait son apparition avec son potentiel de transformation de nombreux secteurs tels que la finance, la santé et l'éducation. Pour faire court, le Web3, c'est la blockchain, le Bitcoin, la métaverse, les NFT, etc. Pour en parler, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir M. Saïdou Kanté. M. Kanté est polytechnicien. Il est CEO de Corix, une start-up malienne qui représente désormais une alternative à la valorisation et à la distribution des œuvres artistiques en Afrique francophone, mais aussi un chemin clair de sécurisation de valeur pour nos artistes à l'heure du streaming et du tout digital. Kanté est aussi Managing Partner, CTO de Calisport. Calisport est une start-up, cette fois-ci sénégalaise, qui fait partie du portefeuille du prestigieux accélérateur américain 500 Global. Le business model de Calisport est orienté sur la distribution de services financiers à travers un réseau digital de guichets automatiques multicanal, c'est-à-dire banque, fintech, mobile money. Bonjour M. Kanté. Bonjour M. Sano, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien, merci. Qui est Saïdou Kanté? Alors, très bonne question. Saïdou Kanté est un jeune Malien qui a fait son expérience, un petit peu son bout de chemin donc, à l'extérieur pendant un certain nombre d'années. Okay. J'ai grandi au Mali, j'ai étudié au Canada comme ingénieur informatique à l'École Polytechnique de Montréal. Okay. Suite à ça, j'ai quand même passé quelques années au Canada pour justement me perfectionner et parfaire mon expérience avant de rentrer au Mali et de me lancer du coup dans l'entrepreneuriat et de travailler donc, sur des solutions qui pourraient nous permettre de développer les choses un petit peu ici, globalement. C'est ça. Merci M. Kanté. Est-ce que dès votre retour, vous aviez pour ambition d'entreprendre? C'était même, je dirais, la raison qui m'a fait revenir. Qu'est-ce qui vous attire dans le Web3? Alors, je n'ai pas commencé dans le Web3. Il faut dire quand même que quand je suis rentré, j'ai quand même travaillé ici beaucoup dans le Web2 et en informatique en général. J'avais une première société. En fait, j'ai d'abord travaillé avec mon père pendant 1 an, qui est aussi ingénieur réseau, docteur ingénieur réseau pour être précis. Oui. Donc, j'ai travaillé avec lui pendant 1 an. Ça m'a permis de me recadrer un petit peu par rapport à comment est-ce que les choses se font localement, quelles sont les mentalités localement, à étendre un petit peu mon réseau, avant donc du coup de m'envoler de mes propres ailes. J'ai par la suite créé une première société qui existe encore d'ailleurs, où on a fait pendant quand même pas mal d'années des applications Web 2, des applications, des sites web,
pas mal de consultations ici, mais aussi dans la sous-région entre Dakar et Abidjan. Et c'est tranquillement comme ça que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une carte à jouer au niveau du Web3 parce que je me suis beaucoup intéressé à la crypto-monnaie et j'ai fait du trading à temps plein pendant quasiment 2 ans où c'était d'ailleurs ma seule source de revenus pendant 2 bonnes années ici. C'était pendant le dernier bull run où le marché de la crypto-monnaie était quand même très 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 intéressant. Donc j'ai jugé judicieux de me focaliser là-dessus. Aujourd'hui, je suis revenu un petit peu avec l'arrivée du bear market, comme on appelle ça, où les tendances sont toujours à la baisse. Donc de revenir un petit peu plus du côté de la technologie et de renouer avec mon premier amour, entre guillemets, qui est l'informatique et qui est du coup ma spécialité et là où j'ai fait mes galons. Donc j'ai découvert en fait la blockchain dans mon premier boulot à la BNP Paribas où j'étais responsable donc, de projets autour de la blockchain pour la banque. Donc j'avais quand même déjà pas mal de notions dans ce domaine-là. C'est ça. Donc j'ai décidé de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut développer des solutions autour de la blockchain et autour du Web3 qui pourraient répondre donc à des problématiques locales. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit que votre père aussi est docteur en informatique. Est-ce que c'est un choix qui vous a été imposé ou bien c'est une influence? Imposé, non, pas du tout. C'est plus une influence parce que j'ai été plongé dedans depuis tout petit. J'ai découvert l'ordinateur très 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 tôt. Je pense qu'on était les premiers à avoir Internet dans ma vie. Et du coup, moi j'ai vraiment découvert ça tôt en fait. Donc je suis rentré dans le monde de l'informatique. Quand on était petit, on bricolait, on montait des ordinateurs dans le bureau de mon père. Donc c'était naturel en fait d'évoluer dans cette filière. Okay. Vous avez aussi parlé d'un terme que je vais dire technique. Vous avez parlé de bear market. De bear market. Bear market. Nous, notre cible n'est pas forcément sachant de ces termes-là. Si vous pouvez nous en dire plus, par exemple, en parenthèse. Alors sur le marché de la crypto-monnaie, on a toujours 2 tendances. On parle de bull market quand les prix sont à la hausse, du coup souvent tiré par le cours du Bitcoin. Et on parle de bear market quand les prix sont à la baisse. Donc souvent on va voir que quand le Bitcoin chute et que les crypto-monnaies chutent, on va qualifier souvent cette période-là de bear market en termes simples. Après c'est un peu plus complexe que ça, mais je ne vais pas rentrer dans le technique. Voilà, c'est l'objectif. Vous avez dit que déjà vous avez une première expérience par rapport à la blockchain quand vous étiez déjà salarié. Pour vous, quels sont les défis que peuvent résoudre par exemple le Web3 en Afrique? Alors, il y a énormément de choses qu'on peut faire aujourd'hui avec la blockchain. En fait, le principe même de la blockchain qui réside dans la traçabilité de l'information, le fait qu'on puisse y stocker de l'information indélébile et qu'on puisse l'utiliser de façon publique et décentralisée, ça peut résoudre énormément de choses si l'adoption est réelle. Aujourd'hui, moi je pense que le focus, ce n'est pas nécessairement d'essayer d'identifier tous ces secteurs où on peut utiliser la blockchain. Les secteurs là sont connus et bon, il y a pas mal de projets qui essayent de développer des solutions dans ce sens, moi y compris. Le défi majeur, c'est l'adoption aujourd'hui, parce que le Web3 est quand même relativement complexe à apprivoiser, de par la façon dont ça a été fait et de par les aspects un peu plus techniques qui résident sur son utilisation.
Du coup, l'adoption est beaucoup plus difficile et embarquer les utilisateurs sur des solutions Web3 est relativement complexe. Donc aujourd'hui, le focus principal, c'est vraiment déjà de développer des cas d'utilisation et des solutions qui vont permettre d'embarquer les gens sur la technologie sans que la technologie soit un frein. Voilà, c'est un peu, je pense, le souci majeur et le challenge majeur aujourd'hui qu'on a avec ces différentes solutions blockchain. Maintenant, si vous deviez donner une définition très simple, accessible au public malien de la blockchain, qu'est-ce que vous allez dire? C'est une base de données décentralisée. Une base de données décentralisée. Exactement. L'aspect décentralisé fait la vraie différence avec les bases de données qu'on a l'habitude de voir. Donc, en anglais, on parle souvent de Decentralized Ledger. Oui. Ledger en français, excusez-moi, mais je perds souvent mes mots. Ledger, c'est comment on appelle les comptables là? Registre. Un registre. Un registre distribué, en fait. Parce qu'une blockchain, c'est un certain nombre de transactions. Dans une blockchain, on note des transactions, comme dans un registre comptable. Telle personne a fait telle action, telle machine a fait telle action, tel transfert a été effectué, tel fichier a été envoyé. Donc, c'est des transactions qui sont listées, qui sont datées, qui sont regroupées par bloc et qui sont enchaînées dans le temps. Simplement, c'est ça une blockchain. Donc, un registre distribué, c'est vraiment la définition la plus simple et la plus accessible. Effectivement. Quels sont, selon vous, les cas d'utilisation les plus pertinents qui peuvent être adaptés à la réalité africaine? Un cas concret. Un cas concret, c'est vraiment aujourd'hui la gestion de l'identité. Je pense que nos gouvernements ont tout intérêt à réfléchir à des solutions qui vont utiliser ces technologies et qui pourront leur permettre de stocker les informations identitaires des citoyens et utiliser ces registres pour gérer les élections et des choses comme ça. Aujourd'hui, si on regarde dans la sous-région ouest africaine, on a pas mal d'élections qui se profilent. On a certains pays où les listes électorales ne sont pas nécessairement à jour. Et voilà, on connaît quand même dans la région pas mal de problèmes au niveau des élections, des contestations, les résultats qui ne sortent pas à temps, etc. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut très, très facilement régler avec des systèmes digitaux. Et notamment des systèmes qui reposent sur des blockchains, par exemple. Aujourd'hui, une élection qui se fait sur une application digitale dont les résultats sont stockés sur une blockchain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de l'élection, à la seconde près, on sait qu'il y a les résultats. Il n'y a pas de contrefaçon possible. C'est ça. Il n'y a pas de malversation possible. Courage dur. Donc, il n'y a pas de question de tel dépouillage a été mal fait, tel dépouillage a été bien fait, etc. C'est ça. Et on n'attend pas, en fait. Le résultat est connu de tous. On peut suivre en temps réel. Et voilà, je pense que ça règle tellement de problèmes qu'on a tout intérêt à se pencher sur la question. Après, il y a d'autres problèmes qui peuvent être adressés. On a aujourd'hui des problèmes de foncier, on a des problèmes de droit à l'image, etc., droit d'auteur au niveau de nos artistes, qui est d'ailleurs un des problèmes que nous, on essaie d'attaquer avec Oryx. Et voilà, il y a énormément de choses qu'on peut adresser comme ça en utilisant le principe simple de la blockchain. Pensez-vous que le Web3 soit une menace pour tous ceux qui jouent le rôle de tiers de confiance actuellement, notamment les notaires, par exemple? Menace, peut-être. Hein. Non, en réalité, aujourd'hui, c'est vrai que la force du Web3, c'est la suppression du tiers de confiance. On est sur des systèmes qui nous mettent à disposition des contrats intelligents. Donc, de facto, le juriste et le notaire, en fait, il faut qu'ils se reconvertissent.
C'est bien ça. Il faut qu'ils se reconvertissent. C'est pas que leur profession, leur emploi est menacé, non. Okay. C'est plutôt qu'il faut qu'ils intègrent la technologie. Ils peuvent l'adapter. Il faut qu'ils suivent le train, en fait. On est tous amenés à se former, à se reconvertir et à intégrer, en fait, les différents outils qui apparaissent. Et du coup, il faut qu'ils intègrent la technologie. Très récemment, je parlais avec une avocate qui nous a quand même, en fait, qui est spécialisée dans le digital et qui, du coup, a intégré ces technologies-là et, du coup, l'utilise, en fait, dans son métier de tous les jours. Et propose même des solutions qui vont dans le sens de son métier pour les gens du Web3. Donc, c'est très, je pense qu'il y a vraiment une opportunité pour ces différents métiers-là d'évoluer et de proposer des choses qui sont plus à l'ère du jour. C'est ça. On l'a dit dans la présentation, vous êtes le CEO de Corix. D'où vous êtes venu l'idée de créer Corix? Corix, alors c'est marrant parce que Corix, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Okay. Comme je vous ai dit, pendant 2 ans, j'étais vraiment à fond crypto. Je faisais du trading à temps plein, etc. Et j'avais un problème majeur ici au Mali, c'était d'accéder à la crypto, acheter du Bitcoin, convertir du franc CFA en crypto-monnaie. Okay. Donc heureusement, j'avais encore mes comptes, j'avais des comptes au Canada, des comptes en Europe. Donc, sur certaines plateformes, je pouvais acheter avec mes cartes de crédit. Donc, j'avais quand même cet accès-là qui était possible. Mais j'avais beaucoup de gens au Mali, du coup, qui me disaient « Ah, mais Saïdou, toi, tu trades. Mais comment tu achètes? Où est-ce que tu achètes ?» Et ça revenait. Donc, tranquillement, j'ai commencé à faire de l'échange pair à pair avec des gens ici localement, ou des gens qui avaient besoin de Bitcoin. Moi, je leur en fournissais, ils me donnaient du CFA. Des gens qui avaient besoin de CFA, qui avaient de la crypto. Je récupérais la crypto, je leur donnais donc du CFA. C'est ça. Et en faisant ces échanges-là, je me suis dit, mais il y a peut-être une petite carte à jouer là. Donc l'esprit entrepreneurial. Le business model, c'est dessiné tranquillement. Et à la base, Corix, c'était Corix OTC. Okay. OTC, c'est en anglais over the counter. C'est pour désigner en fait les desks, les bureaux de change. Donc c'était à la base pour faire du change de crypto-monnaie, Corix. Et c'est pour ça que le nom Corix est inspiré du Cori, qui était une monnaie ancienne avec le X qui vient rajouter cette composante digitale, cette composante Web3. Avec le K comme Kanté. Avec le K comme Kanté. Ah, tu perspicaces toi. C'est ça. Du coup, voilà, c'est un peu de là que ça vient. C'est un peu de là que ça vient, Corix. Et à la base, c'était un projet crypto. Et du coup, j'ai un jeune homme qui travaille avec moi depuis longtemps, qui a commencé dans ma toute première entreprise qui est ici-bas, et avec qui j'ai vraiment évolué, qui a découvert la crypto, qui s'est vraiment très intéressé au projet. Donc, on s'est dit, écoute, pourquoi pas, essayons de bâtir quelque chose. Et du coup, je l'ai vraiment intégré au projet. Aujourd'hui, c'est mon directeur technique et associé. Donc, Corix, tranquillement. On voit qu'il y a déjà cet apport-là que la diaspora nous amène. Parce que nous, ici, ce n'est pas évident d'employer qu'on puisse passer à actionnaire. Ce n'est pas non, c'est sûr, c'est sûr. On espère que les mentalités vont changer. Ça va permettre de garder un personnel de qualité. Il faut effectivement, c'est important parce qu'aujourd'hui, des gens qui travaillent et qui délivrent, il faut que ça se récompense. C'est ça. Et moi, je trouve que la meilleure façon de récompenser un employé qui fait bien son travail, c'est d'en faire une partie prenante et de l'intégrer du coup à des projets innovateurs, surtout que la performance est là, la qualité du travail est là. Donc pour moi, ça fait tout le sens du monde
de lui confier, de l'intéresser et même de lui confier un rôle majeur sur le projet. C'est ça. Donc, Chorix a du coup évolué en fait. On est parti un petit peu de la crypto pour commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir embarquer les Mali. À la base, on était en train de développer un wallet, un portefeuille Web3 complètement décentralisé. Je me rappelle sur nos premières maquettes, on avait encore du MetaMask, des choses comme ça qui sont d'autres portefeuilles Web3. Et on développait en fait une plateforme où les gens pouvaient se connecter dans le principe du Web3. Mais quand on en parlait aux gens, quand on essayait de sonder un petit peu pour voir comment ça va passer, ben, on n'avait pas des retours positifs. On s'est dit, non, il y a quelque chose. Ceux-là ne connaissent pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup, il faut qu'on revoie un peu notre histoire. Donc, on a décidé d'intégrer une composante NFT. Je pense qu'on l'avait même intégré très tôt, parce qu'on avait développé une première collection de NFT qu'on a appelée Mansa Origin, inspirée des Mansa. On l'a encore bien au choix, il va sortir après. Et on voulait commercialiser ces NFT-là. Donc on s'est dit, ben, si on veut commercialiser des NFT, on a de la crypto, ben, on peut faire une place de marché NFT. Donc on a commencé à bifurquer un petit peu vers une place de marché NFT. Mais l'idée, c'était que les gens puissent acheter avec de la crypto, donc dans le Web3. Les NFT, c'est déjà, pour traduire le cycle, c'est non-fungible token en anglais. En français, c'est token non fungible. Un token non fungible, c'est concrètement une crypto-monnaie à laquelle on associe un fichier. Un fichier, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être un document. C'est ça. Ça peut être beaucoup de choses. Quand je disais par exemple tout à l'heure qu'on peut régler le problème du foncier avec la blockchain, ça peut être à travers les NFT. Les NFT peuvent devenir des titres fonciers assez facilement. C'est ça. Donc l'idée, c'est que tu as un token digital, une crypto-monnaie entre guillemets, tout simplement un token qui réside sur une blockchain, qui est rattaché à un fichier, donc une image qui réside sur un serveur décentralisé, et qui, la paire des deux, font donc un NFT. Un tout. Qui n'est pas copiable. Qui n'est pas copiable. Qui est original. Exactement. Qui résiste tout le temps. Et l'idée, c'est qu'à travers ces NFT-là, on a énormément de cas d'utilisation, mais là où c'est le plus utilisé, c'est vraiment dans le monde des artistes, parce qu'on parlait tout à l'heure de droits d'auteur, de choses comme ça. Donc, pas mal d'artistes aujourd'hui vont utiliser donc, les NFT pour non seulement communiquer leur art, mais également créer en fait des campagnes. Je pense qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui utilisent les NFT pour créer des campagnes de commercialisation, des campagnes de marketing, et pas mal de cas d'utilisation autour donc, de ces petits objets qui sont aujourd'hui des objets à collectionner en réalité. Donc l'aspect collection a vraiment été le cas d'utilisation principal et premier dans le Web3. On parle même de collectibles en anglais quand on qualifie les NFT. Et voilà, cet aspect-là est quand même très présent aujourd'hui. Mais par exemple, nous, c'est un aspect qu'on a décidé de vraiment pas attaquer au départ. On a pris le train complètement à l'envers, où on a mis de côté l'aspect collectible. C'était notre mission de départ. Quand je parle de Mansa, c'était des collectibles, par exemple. Mais on s'est dit, pour l'adoption, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il y a autre chose. Il faut résoudre un problème. Il faut utiliser cette technologie-là pour résoudre un problème sans que les gens parlent et pensent à la technologie. La technologie, ce n'est pas ce qui est important. C'est ça. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment l'utilisation, le cas d'usage et l'expérience utilisateur. Effectivement. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez concrètement avec vos NFT à Chorix? Alors, à Chorix, on propose une expérience. On propose
du privilège et on propose en fait aux artistes, aux célébrités, aux sportifs, à tout individu qui a une communauté de proposer une expérience et de monnayer cette expérience. Donc, on a vraiment deux aspects. Aujourd'hui, notre focus premier, ça a été les artistes. Donc, les artistes, on leur propose donc de mettre en ligne, donc de mettre sur la plateforme un badge, un petit badge digital que on va designer. Le badge magique. Que du coup, on va designer à son effigie et qu'on va mettre en ligne sur la plateforme qui ne s'appelle pas Corix d'ailleurs, qui s'appelle Access. Sur la plateforme et qu'on va commercialiser grâce au mobile money. C'est ça. Alors, là, on a le premier volet, c'est-à-dire la commercialisation du NFT. L'idée, c'est que nous, on a mis la crypto de côté. On a dit, on est sur un territoire où le moyen majeur d'achat, c'est le mobile money. Donc, pour aller toucher le plus de gens, il faut qu'ils puissent acheter avec du mobile money. Sur le digital, hein, on a vu qu'on n'est pas sur du cash. En ligne, les gens n'ont pas de carte de crédit, n'ont pas de carte, etc. Donc, les gens du mobile money, ils peuvent acheter en ligne avec du mobile money. Donc, nous, on a fait en sorte de développer une plateforme où ils peuvent acheter ces badges avec du mobile money. Donc, très simple. Derrière, où est-ce que les artistes utilisent leur communauté et du coup vont aller galvaniser cette communauté? C'est que on s'est rendu compte que les artistes ici avaient énormément de suivi sur les réseaux sociaux et que ce suivi-là était en quête en fait d'expérience, de proximité, d'activité. Et les artistes sont là pour ça, c'est du divertissement, ils sont là pour divertir. Et ils sont là pour servir cette communauté. Donc, à travers les badges de Corix, du coup, on a décidé de travailler avec les artistes pour vendre des expériences, pour vendre du contenu. C'est ça. Aujourd'hui, un artiste peut créer un badge, aller voir sa communauté et leur dire, écoutez, chère communauté, est-ce que vous souhaitez accéder à des activités exclusives, à du contenu exclusif? Si oui, ben vous pouvez acheter ce badge, vous rendre sur la plateforme, déjà accéder à mon profil exclusif à travers la plateforme, puis accéder à un certain nombre d'avantages que je vous donne, qui sont donc rattachés à mon badge. Les avantages, ça peut être accéder en VIP lors d'un concert, ça peut être accéder en loge, ça peut être venir participer à une séance d'enregistrement studio, ça peut être recevoir un showcase privé qui n'est dispensé que pour les membres de la communauté qui ont un badge. Donc l'idée, c'est de créer en fait une communauté dans une communauté. Donc on donne la possibilité ici aux artistes de venir créer un tout autre revenue stream, source de revenus, une toute autre source de revenus qui diffère complètement de ce qu'ils font avec leur art. Donc on vient leur donner en fait une nouvelle façon de gagner de l'argent. Créer en fait un réseau social qui permet à l'artiste de communiquer avec ses fans. Exactement. Mais derrière, qu'au moins lui aussi il puisse avoir quelque chose. Exactement. Parce que aujourd'hui, c'est le principal problème avec les différentes plateformes que nous utilisons ici en Afrique. C'est que les contenus que nos influenceurs, nos artistes produisent ne sont pas rémunérés. Exactement. Donc, vous résoudrez ce problème-là. C'est ça. L'idée, c'est qu'on veut vraiment permettre à ces individus-là qui ont des communautés de pouvoir être rémunérés sur le contenu qu'ils produisent. C'est ça. J'ai parlé d'artistes, mais on est vraiment sur un spectre large. Parce que si on regarde aujourd'hui, on a fait un partenariat avec le Mali Mode Show, par exemple, qui est l'événement mode majeur ici, et pour lequel on va faire une série de badges. Donc, je pense qu'on a 6 ou 7 badges, quelque chose comme ça, qui vont être commercialisés donc, sur la plateforme. Comme je vous ai dit, la plateforme, on a décidé de ne pas l'appeler Corix,
On l'a appelé Access, pour caractériser justement l'accès. Donc pour avoir accès, tu achètes un badge sur Access. Donc la plateforme, c'est vraiment access.app. Access, on l'a écrit un peu différemment pour aller encore une fois rappeler Corix. Donc on a fait ACXES. C'est ça. .app, et du coup les gens peuvent... C'est disponible sur les... c'est en ligne, mais on va l'ouvrir le 20. En réalité, j'ai cherché, mais moi je suis allé sur Corix. Ok. Je me suis dit que peut-être la plateforme... Non, parce que Corix en fait a pour vocation quand même de développer d'autres solutions qui ne sont pas forcément les sont pas nécessairement le monde de l'entertainment, du divertissement. Et du coup, on a décidé de dissocier la plateforme Access à Corix pour pouvoir derrière proposer d'autres plateformes, d'autres solutions qui vont utiliser la blockchain et qui vont potentiellement résoudre d'autres problèmes. Donc voilà, c'est un peu la stratégie derrière. Mais du coup, à travers ces badges-là, qui sont donc des NFT, les gens peuvent accéder à des avantages dans la vie réelle et accéder à leurs artistes de façon plus, donc d'être plus proche de ces derniers. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes un expérimenté, vous avez du vécu par rapport à l'entrepreneuriat Web3. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à quelqu'un qui veut peut-être entreprendre sur ce volet-là? Est-ce que j'ai du vécu? Parce que bon, en réalité, bon, j'ai de l'expérience, oui. Du vécu, je pense que j'ai encore beaucoup à vivre. C'est ça. Pour prétendre donner des leçons. C'est ça. Mais le petit conseil, le petit conseil que je peux donner de ma maigre expérience, c'est vraiment oser. Oser, il ne faut pas avoir peur. Et il faut pas, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qui ne marche pas que ça ne va pas marcher. En réalité, il faut oser se lancer. Ça. Il faut oser essayer et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Moi, j'ai eu tellement d'échecs jusqu'à aujourd'hui, je pense que je n'ai pas fini d'en avoir. Mais il ne faut pas avoir peur de l'échec et à force de travailler et de perfectionner, on va tous y arriver. L'obstacle est le chemin. Exactement, l'obstacle est le chemin. Tant qu'on est prêt à le franchir. Oui, c'est bien ça. Vous êtes quelqu'un de très regardant sur la réglementation. J'ai pu le constater quand je suis allé sur votre site, les disclaimers que vous avez mis. Au jour d'aujourd'hui, la blockchain n'est pas encore réglementée dans notre zone. Selon vous, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous, à votre niveau, déjà, vous entreprenez déjà pour résoudre ce problème? Déjà, je vous ai vu en compagnie du ministère où je pense que vous avez parlé d'entrepreneuriat, mais aussi de nouvelles technologies. Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, on est dans une région aujourd'hui, je parle toujours de la région ouest-africaine parce que c'est les mêmes pays. C'est bien ça. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ça se ressemble beaucoup. Aujourd'hui, on a le Burkina, la Guinée, tout ça, c'est relativement semblable. On est dans une zone économique, en tout cas pour le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, dans une zone économique où on utilise la même monnaie. Et aujourd'hui, dans cette région-là, il y a un engouement grandissant pour la blockchain, la crypto-monnaie. Par contre, le petit bémol, c'est que, et je le dis souvent, c'est que les textes réglementaires ne sont pas nécessairement à jour. Et on réside un peu dans un flou où les actions qu'on pose peuvent se retourner contre nous en réalité parce que demain, les régulateurs peuvent venir nous dire qu'on est dans l'illégal. On est dans l'illégal et qu'on doit arrêter ce qu'on fait ou qu'on doit changer comment on le fait. Je pense que ça peut arriver à toute fintech aujourd'hui qui s'aventure dans le Web3 et dans la crypto. Donc c'est quelque chose qui est quand même, c'est un peu comme une épée de Damoclès que nous avons au-dessus de la tête. C'est ça. Donc voilà. Alors moi j'ai quand même entrepris pas mal de démarches
auprès des autorités. Justement pour essayer de pallier à ce problème. Parce que je ne veux pas faire des efforts aujourd'hui pour que dans 2-3 ans, on vienne balayer d'un revers de main tout ce que j'ai pu construire. Effectivement. Et donc, je me dis, tant qu'à faire, autant déjà les approcher et mettre en place, prendre des mesures qui vont non seulement me protéger, parce que oui, je pense à moi, mais aussi protéger tous les acteurs de l'industrie et en fait assainir l'écosystème dans lequel on travaille. Et tout le monde a à y gagner en réalité. Bien sûr. Donc c'est un peu l'esprit de ma démarche. Donc j'ai vraiment fait une démarche candide. Hein. L'idée pour moi, c'était de mettre à disposition mon expertise et de dire aux autorités, écoutez, moi je suis un expert dans un domaine donné. Utilisez-moi. Utilisez-moi et travaillons pour définir en fait, pour redéfinir les textes, le cadre légal, le cadre juridique et pour en gros mettre en place un cadre réglementaire dans lequel nous, FinTech, nous pouvons opérer sans nous soucier de ce qui va arriver demain. Et au moins être certain de rester dans la légalité. Donc effectivement, comme tu l'as si bien dit, le directeur national de l'économie numérique m'a reçu ouvertement à ma plus grande joie, on va dire. Ouvertement, qui a mis ses équipes donc dans une salle et qui a dit, écoutez, il y a quelque chose qui est là, il y a un individu qui est là, qui veut bien partager avec nous. Écoutons-le. Donc je pense que c'est une démarche qui est quand même très, très louable et qui va dans le bon sens. Parce que finalement, de là, on est ressorti avec un groupe de travail, un focus group, où on échange donc, sur les sujets. J'ai eu à partager avec eux les différents textes de loi qui ont été écrits dans des pays qui ont adopté ces outils. Le Salvador, la Centrafrique, on a regardé un peu qu'est-ce qu'eux ils ont fait. Donc voilà, l'idée maintenant c'est d'essayer de coucher quelque chose sur le papier pour le Mali, mais également pour toute la zone, parce qu'il faut qu'on travaille tous ensemble en réalité. La réglementation à la commune. Ce sont des dynamiques et des initiatives de la sorte qui, de chaque bord, va mener à quelque chose de centralisé et du coup qui va servir toute la région. Même si on parle pour des technologies décentralisées, il faut quand même qu'on se mette ensemble et qu'on produise quelque chose, un texte, des directives qui vont servir à tout le monde. C'est ça. Tu as parfaitement raison. Je me dis déjà que nos autorités ne sont pas en reste de la blockchain, de la nouvelle technologie, parce que j'ai suivi qu'il y avait beaucoup de formations par rapport à la blockchain, même au niveau de la banque centrale, et même beaucoup de cadres de banques commerciales font des formations sur la blockchain. Je pense que la réglementation ne va pas tarder, mais comme ça va concerner certainement les 8 pays de l'UEMOA, il y aura une concertation plus large et ça va venir. Qu'est-ce que vous pensez des monnaies électroniques banque centrale? Tu veux me mettre en conflit avec les autorités, toi? Non, bon, pour le moment, la BCAO n'en a pas. Ça va venir. Oui. En fait, les CBDC, plus communément appelés dans le jargon, les CBDC, c'est... Moi, j'aime pas trop ça, personnellement. Parce que, pour moi, un CBDC, c'est du cash transposé électroniquement, avec encore plus de contrôle de l'État sur les citoyens. C'est ça. En tant qu'avocat du Bitcoin, ça marche pas trop dans ma tête, on va dire. En réalité, écoutez... on aura désormais une autorité centrale, quoi. On aura non seulement une autorité centrale, mais une autorité qui peut du jour au lendemain dire, toi, en fait, je sais que tu as 100 000 francs CFA dans ton wallet électronique, je le coupe. C'est ça.
ça. Encore aujourd'hui, ton cash qui est dans ta poche, ne peut pas te le couper. Oui. Mais si demain, on devient 100% cashless et qu'on a tous des CBDC, Oui. ben, le jour où l'autorité ne veut pas que tu fasses quelque chose, ben, il coupe ton CBDC. Bien sûr, ça peut paraître atypique, mais bon, je sais que c'est déjà arrivé en Europe par rapport à certains comptes bancaires. Exactement. Voilà, bon, c'est le même principe que la banque. En fait, aujourd'hui, moi, j'aime pas du tout les banques, bien que j'ai pas, des fois pas le choix de les utiliser. J'évite tant que je peux. Mais aujourd'hui, de l'argent fiduciaire qui réside dans un compte bancaire ne t'appartient pas. Oui. Tu penses que tu as de l'argent, mais en fait, c'est... déjà, c'est une écriture comptable quelque part sur un ordinateur, donc c'est pas de l'argent. Deux, le degré d'appartenance est quasi nul, parce qu'en réalité, si tu vas dans une banque tout de suite et que tu demandes à ce qu'on te donne tout l'argent qu'il y a sur ton compte, si tu n'es pas très riche, ça peut se faire. Ouais. Si tu es riche, c'est plus compliqué. Et encore. Donc bon, pas pour rentrer dans la controverse, mais voilà, je pense que le CBDC tel qu'il est défini aujourd'hui, je pense pas que ça va marcher. Donc vous êtes du même avis que ceux qui pensent que ces monnaies électroniques banque centrale ont été élaborées pour barrer la route aux crypto-monnaies qui n'ont pas d'autorité centrale. Barrer la route. Par exemple, au Bitcoin, de façon pratique. Peut-être, je ne sais pas. Il faudrait qu'on demande à un spécialiste quelle a été la raison derrière leur démarche. Oui. Mais je pense que c'est. Bon, peut-être pas nécessairement pour barrer la route, mais au moins pour suivre le pas. Oui. Aujourd'hui, il y a une mouvance. Okay. Les gens sont en train de partir vers le digital. Oui. Le Bitcoin a pris quand même une place relativement majeure dans la compréhension de la chose. Okay. Maintenant, il faut que les banques suivent, il faut que les autorités suivent, parce qu'ils ne peuvent pas rester sur le cash. Donc, il faut qu'ils proposent quelque chose. C'est ça. S'ils laissent tout le monde aller vers le Bitcoin, ben, ils perdent tout le monde. C'est ça. Donc, il faut qu'ils proposent quelque chose pour au moins être sur dans le même terrain de jeu. Et du coup, que les gens aient des alternatives. C'est toujours bien les alternatives en réalité, parce que c'est aussi utopique de penser qu'on va tous passer dans un univers décentralisé, on va tous utiliser du Bitcoin, des roulettes Web3, ça ne va jamais arriver. Oui. Mais il faut... il y a quand même de plus en plus de gens qui s'y intéressent, il y a de plus en plus d'institutions qui s'y intéressent. Oui. Donc, les banques centrales ont quand même un devoir de proposer une alternative. C'est ça. Maintenant, comment est-ce qu'ils bâtissent cette alternative et quels sont les critères qui y sont intrinsèques? C'est là où il y a du travail à faire pour justement ne pas rentrer dans certains travers et prendre quand même en considération le peuple qui sont là pour servir. Donc, vous pensez qu'après le INERA du Nigeria, il y a une banque centrale qui vont sauter le pas? Bien sûr. Ça va venir, je pense que beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. C'est ça. Le INERA n'a pas nécessairement été un succès, par exemple, en tout cas de mon humble opinion. Aujourd'hui, l'adoption du INERA est très faible. Okay. Au Nigeria, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est venu avec pas mal de problèmes quand même. Les mêmes problèmes vont se répéter dans les autres pays qui vont essayer de suivre exactement le même modèle. C'est ça. Donc il faut aussi qu'il y ait des analyses qui soient faites et que ces banques centrales définissent donc les CBDC de sorte à ce que les populations se sentent quand même à l'abri d'une façon ou d'une autre, se sentent souverains au niveau de leur personne. Et du coup qu'ils puissent les utiliser sans craindre de l'autorité. Parce qu'en final, si on... oui. Vous savez que récemment, il y avait une crise de liquidité au niveau du Nigeria. Bon,
j'espère que ce n'est pas fait exprès pour pousser les gens à adopter Je ne ferai pas le commentaire. le IDERA. Vous êtes CTO de Calispot, vous n'êtes pas là à ce titre, mais comme vous êtes là et que Calispot aussi c'est du Web3. Calispot c'est pas du Web3, attention. Ah, ok. Bah écoute, je peux pas dire que je suis pas là à ce titre, ça fait partie intégrante de moi, Calispot. C'est ça. Calispot, c'est pas du Web3. Alors, Calispot, c'est un réseau de distribution de services financiers. Concrètement, on met en place un réseau de guichets automatiques qui vont permettre en fait aux utilisateurs d'accéder à leurs services financiers, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Simplement, en termes simples, c'est ça. Donc, si je prends un exemple concret, si toi, tu sais que tu as de l'argent sur Orange Money et que tu veux le retirer à minuit et qu'il n'y a plus d'argent, tu vas sur un guichet Calispot. Si tu as de l'argent sur ton wallet Bitcoin et que tu veux le retirer à Bamako, à Dakar ou à Abidjan, tu vas sur un guichet Calispot. Si tu as du franc CFA et que tu veux le déposer sur ton... tu as un ami en France qui... je ne sais pas moi, qui doit être en train d'intégrer. Un exemple simple qui n'est pas aujourd'hui un partenaire officiel, mais qu'on envisage. Tu as un ami qui a... On va prendre l'inverse, qui a TapTapSend, qui est en France et qui veut t'envoyer de l'argent, ben, il va faire son dépôt, on va faire son envoi dans son application TapTapSend vers toi. Et tu vas dans un guichet Calispot, tu fais ton retrait. C'est ce type de fonctionnalité aujourd'hui qu'on est en train de développer, ce type de partenariat qu'on cherche à nouer avec les différents acteurs donc de l'industrie et de l'écosystème financier. Que ce soit des fintechs, des mobile money, des banques, aujourd'hui il y a de la place pour tout le monde sur le réseau Calispot. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment la mise en place du réseau de distribution et donc le développement de l'écosystème des différentes applications. Et aujourd'hui, on a pour ambition de couvrir donc, les 14 pays de la région francophone Afrique. Et je pense que... Déjà des déploiements, hein. Vous avez déjà déployé? On commence sur Dakar, on est aujourd'hui en POC avec un des acteurs majeurs au Sénégal. À la suite de ce POC, on va donc déployer les premiers guichets. On hésite encore, soit Sénégal, soit Côte d'Ivoire. Parce qu'on a deux demandes et l'idée c'est que on a des partenaires dans les deux pays et en fonction de là où c'est le plus pertinent, on va déployer les premiers guichets. C'est ça. Comment vous faites? Parce que Calispot, c'est quand même une start-up sénégalaise. Comment vous faites pour coordonner vos activités, toi étant ici voilà. En 2023, cher. Calispot, on est un peu partout. Hein. Mon CEO US, mon CEO est à Dakar, moi je suis au Mali, j'ai des développeurs en Inde, j'ai des développeurs aux US. On a des partenaires un peu partout, on travaille en remote, on est tous en remote sur Calispot par exemple. Donc l'agence premium, la première agence premium est à Dakar, donc c'est notre base, mais la compagnie en fait est basée à Atlanta. Donc on a, la maison mère est basée à Atlanta, donc du coup on a une société à Dakar, on est en train d'ouvrir à Abidjan et Bamako. C'est ça. Et l'idée c'est qu'on est vraiment une équipe distribuée et aujourd'hui, c'est sûr que vu qu'on est encore en phase projet et qu'on est en phase développement, on n'a pas besoin d'être physiquement ensemble. C'est ça. Mais je pense que je vais commencer à aller à Dakar souvent. Est-ce que vous avez des projets déjà en dehors de Colix et tout? Est-ce que vous avez des projets pour vulgariser l'adoption du Web3 par exemple? C'est-à-dire au niveau local, au Mali? Alors, en termes de projet, c'est vraiment Colix aujourd'hui. C'est vraiment mon focus parce que j'ai... Alors,
c'est sûr que l'aspect crypto est un aspect communautaire. Projet pédagogique déjà, voilà, pour vulgariser la technologie déjà. C'est ça. Maintenant, en fait, on est en train d'essayer vraiment d'en faire un tout. Parce qu'aujourd'hui, Corix nous permet de toucher une masse critique à travers les artistes et à travers leur communauté. Notre stratégie, c'est la suivante. Aujourd'hui, on cherche à toucher du monde, à les embarquer sur une technologie sans leur dire qu'ils sont sur une technologie. Donc, comment est-ce qu'on chemine? On donne un cas d'usage qui est simple et qui parle à tout le monde. Et donc, les gens embarquent. Une fois qu'ils sont là et qu'ils utilisent la plateforme, on leur dit qu'ils sont sur de la blockchain, qu'ils utilisent des NFT. C'est ça. Là, tout de suite, ça fait clic dans la tête. Tu te dis, ah, tiens, ok. C'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Derrière nous, on est en train de travailler sur la Corix Academy. Où on est en train de. J'ai une équipe qui travaille sur du contenu académique pour de la formation, pour orienter blockchain, mais localisé, entre guillemets, exotisé, si on peut dire ça, dans lesquels on utilise des termes plus locaux, des visuels plus locaux, et essayer de faire quelque chose qui va vraiment aller chercher le malien, mais aussi l'ivoirien, l'africain, le sénégalais, l'africain tout court en fait. Donc c'est une démarche qu'on a. C'est sûr qu'on n'est pas dessus à 100%, mais on travaille dessus en parallèle. L'idée c'est que nous on est en train de bâtir une communauté. Cette communauté-là, il va falloir, et même pour nous, hein, parce qu'il va falloir lui apprendre certaines choses avant de pouvoir lui rajouter d'autres fonctionnalités. Donc même en tant qu'entreprise, en tant que business, si nous on veut grandir, il faut qu'on éduque cette communauté, il faut qu'on lui montre en fait qu'est-ce que c'est que le Web3, il faut qu'on lui explique ce que c'est, qu'on lui donne les outils, les codes, et derrière, on puisse lui dire, ok, maintenant que tu as appris, viens t'exercer. C'est ça. Et c'est comme ça que du coup, on pourra nous proposer des nouvelles fonctionnalités, proposer des choses plus intéressantes. On a un paquet de nouvelles fonctionnalités qu'on veut mettre, mais aujourd'hui, qu'on se limite parce qu'on se dit ça va trop complexifier la chose et on va perdre des gens. Donc, on a vraiment décidé d'y aller crescendo, de donner des fonctionnalités simples au départ, d'éduquer par la suite et ensuite de rajouter donc des couches. Est-ce que vous savez qu'à travers ce que vous êtes en train de faire, vous valorisez la stratégie nationale d'inclusion financière? On essaie. Ça sans le savoir. Voilà. On essaie. Ça fait partie un petit peu de nos missions. C'est vraiment aussi de contribuer un petit peu à ces différentes stratégies. Et moi, je suis un fervent d'avocat de l'inclusion financière. Et je pense que on a tous ça à y gagner. On a tous à y gagner, mais c'est surtout que les outils digitaux sont là pour faciliter les choses. Et si le 90% du peuple, parce qu'en fait aujourd'hui c'est 90% du peuple qui est en dehors de ces systèmes-là, j'exagère peut-être un peu, mais c'est pour donner le sentiment. Si la majorité du peuple n'a pas accès à ces outils et ne sait pas comment l'utiliser et du coup ne contribue pas à cette économie digitale, ça va être difficile de l'imposer, pas de l'imposer, mais du coup d'en faire quelque chose d'utilisé à grande échelle. Donc cette inclusion financière, on peut rien faire sans, en réalité. Aujourd'hui, tous nos business sont voués à mourir s'il n'y a pas d'inclusion financière, parce qu'on va desservir qui? C'est pas évident. On va desservir le 1%, le 2%, c'est bien en Amérique, mais au Mali, tu meurs. Oui, c'est clair. Parce que voilà, le 1%, il ne représente pas grand-chose en réalité. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de développer des solutions et d'inclure la masse et pour du coup arriver à monter un business prospère. C'est ça. Merci beaucoup, M. Kanté, pour votre passage. Le
podcast Nafolo est fait pour ça. Nous avons pour objectif de vulgariser les nouvelles technologies, mais aussi tout ce qui est finance, puis pousser les gens à l'entrepreneuriat. Je vais vous demander de nous donner votre mot de la fin. Et juste après le mot de la fin, vous allez sonner à la cloche Nafolo pour marquer de façon indélébile votre passage à Nafolo. Écoutez, M. Zanon, c'est moi qui vous remercie. C'était vraiment un réel plaisir et un honneur d'être sur le podcast Nafolo. Oui. Et j'espère, c'est vrai que la seule fois où je l'ai vu, c'est quand vous m'en avez parlé. Oui. Mais j'espère que justement que c'est quelque chose qui va se démocratiser et qu'on va recevoir sur ce plateau-là et à plusieurs reprises d'autres entrepreneurs maliens, d'autres jeunes qui peuvent inspirer leurs frères et sœurs, parce qu'en réalité, moi, c'est mon objectif. Hein. Si je peux inspirer mes jeunes frères et mes jeunes sœurs et les embarquer dans l'aventure d'une façon ou d'une autre, c'est là où moi j'estime que j'ai réussi. Et donc voilà, c'est vraiment l'esprit. Vous le faites déjà assez bien. C'est vraiment l'esprit, merci. Oui. Et voilà, merci de m'avoir reçu. Et c'était vraiment un plaisir. Et à l'occasion, écoutez. On va certainement vous recevoir parce que vu votre dynamisme, on va certainement vous recevoir pour parler d'autres projets. Avec grand plaisir. C'est sûr. Avec grand plaisir. C'est sûr. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on recevra l'équipe Corix ici un autre jour. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Avec un taux de pénétration de 64,5% en janvier 2023, on était 5,3 milliards d'utilisateurs d'Internet de 2005 à 2022. 2 des 7 premières entreprises ayant généré le plus de chiffre d'affaires en 2022 étaient des acteurs du numérique. Le reste étant principalement des entreprises pétrolières. Le Web3 est un catalyseur de l'économie numérique. Il nous faut donc nous l'approprier pour prendre date avec l'histoire. Notre invité est un exemple de ce que l'on attend de la jeunesse africaine. Une jeunesse décomplexée qui crée de la valeur. Une valeur propre à nos réalités africaines. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt pour un nouvel épisode de Nafolo sur Andomédia.